Dans une société sans loi est une société dépourvue de sa raison d'être. Partant de la théorie de séparation du pouvoir, il revient qu'au seul pouvoir ici est le pouvoir de dire les droits ou de partager les prétentions des partis. Et il est reconnu qu'au seul magistrat de pouvoir priver la liberté de quelqu'un lorsque l'ordre public est troublé ou lorsqu'on est en face d'une infraction. Et cela veut dire que celui qui est censé priver la liberté de quelqu'un se retrouve au-dessus de la loi. J'espère que M. Hippolyte Massani Mati, pour répondre à cela, il nous a présenté ou publié 2 ouvrages. Il y a droit disciplinaire des magistrats et contentieux disciplinaire des magistrats. À travers ces 2 ouvrages ici, on va comprendre que le magistrat n'a pas une vie privée. Il n'a jamais été au-dessus de la loi non plus. Lorsque celui-ci commet aussi une faute, il doit être poursuivi disciplinairement. Bonjour, monsieur le conseiller. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous nous avez présenté 2 ouvrages, droit disciplinaire des magistrats ainsi que contentieux disciplinaire des magistrats. C'est le même contenu ou chaque ouvrage a ses spécificités? Merci beaucoup pour la question. En fait, ce n'est pas totalement le même contenu, mais chaque ouvrage a ses spécificités, dans ce sens qu'au niveau du contentieux disciplinaire, j'ai mis en exergue souvent, il est constitué essentiellement de l'analyse des décisions rendues par les chambres disciplinaires, où nous avons sorti nos commentaires, nous avons extrait de motivation des chambres en faisant sortir ça au paradigme. Nous avons aussi donné les libellés de quelques manquements. Mais avant d'y en arriver, nous avons fait un rappel sur la procédure disciplinaire. Et ce rappel sur la procédure disciplinaire constitue en fait l'essentiel du droit disciplinaire du premier livre. Comme c'était un ouvrage scientifique, il fallait quand même entourer de la doctrine, de certaines notions voisines, notamment de considérations générales, des conditions générales relatives au déroulement de la carrière de magistrat, où nous avons épinglé comment le magistrat est recruté, on parlait des serments de magistrat, son signalement, comment ça se fait, sa promotion, comment les juges est inamovible, les grades et rangs hiérarchiques des magistrats, nous avons énuméré ça. Nous avons fait des droits et des devoirs du magistrat. Ça se trouve aussi dans le... Nous avons donné la position du magistrat, parce que le magistrat est positionné. Et puis, on a fait allusion sur l'incompatibilité des magistrats. Donc, ça, ce sont des notions que j'ai estimées nécessaires pour appuyer l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature que j'ai mis en exergue en insistant sur la procédure antérieure ou devant les chambres disciplinaires. Je suis à la page 26, droit disciplinaire des magistrats. Il y a une décision très intéressante, décision RD 004/CND, Chambre nationale de discipline audience à huis clos du 24 décembre 2010. Le fait que le magistrat ait été entendu sur procès verbal avant que ne soit constatée la faute disciplinaire est à considérer comme un simple bouleversement ou renversement d'étapes de procédure non préjudiciables aux droits de la défense, lesquels, du reste, sont sauvegardés. Quel commentaire pouvez-vous un peu nous faire, monsieur le conseiller? En fait, là, il s'agit d'une décision de la Chambre nationale. Parce qu'au cours d'une audience, un magistrat avait soulevé une exception pour que soit annulée la procédure disciplinaire. Il avait estimé qu'il y avait irrégularité par le simple fait qu'il était auditionné d'abord par un procès verbal avant que l'on constate la faute disciplinaire, comme le veut la loi. Parce qu'au regard de la nouvelle loi portant statut de magistrat, ainsi que celle portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'un chef d'office et de juridiction estime qu'un magistrat a commis un fait disciplinaire
il doit procéder d'abord par le constat de la faute et puis par après désigner un enquêteur pour cela. Mais ici, dans ce cas, le chef du magistrat a auditionné d'abord le magistrat, il a entendu ce procès verbal, et puis quand il a constaté que oui, les faits sont établis, il y a des présomptions, et il a constaté maintenant la faute disciplinaire. Alors pour le magistrat, il avait estimé qu'il y avait irrégularité et que la Chambre pouvait annuler la décision. La Chambre a estimé que cela ne constitue pas une irrégularité, mais un simple bouleversement de la procédure qui n'entame pas le bon déroulement de la procédure disciplinaire. Donc c'est à tort que le magistrat ait évoqué ça. C'était à tort, la Chambre nationale souveraine a décidé, en dehors de la Chambre, il n'y a plus une autre voie de recours, en dehors de la Chambre nationale. Toujours dans le même ordre d'idée, s'agissant de la communication des pièces du dossier, il appartient au magistrat poursuivi de se rendre au greffe pour consultation parce qu'au terme de l'article 57 de la loi portant statut des magistrats, elle se fait sans déplacement des pièces. Et si cela n'est pas, n'est pas fait, la responsabilité incombe non pas à l'organe poursuivant, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, mais plutôt aux magistrats concernés. Oui, au fait, dans ces cas, lorsque le magistrat est notifié pour comparaître à l'audience disciplinaire, la loi lui accorde de passer aux chambres focales, c'est-à-dire 3 jours avant, pour compulser les dossiers. Ici, en droit disciplinaire, on ne communique pas les dossiers, on ne communique pas les pièces des dossiers, contrairement au droit judiciaire. Mais pour le magistrat, après s'être notifié de la date d'audience disciplinaire, le magistrat, au lieu de bénéficier de son droit que la loi lui accorde pour compulser le dossier dans les 3 jours avant l'audience, le magistrat préféré a cru que on devait plutôt lui notifier, lui communiquer des pièces avant l'audience. C'est ainsi qu'au cours de l'audience disciplinaire, le magistrat a soulevé cette exception, estimant que c'était une irrégularité pour solliciter l'annulation de sa procédure en chambre disciplinaire. La Chambre a estimé que non, il n'y avait pas d'irrégularité. Au contraire, le dossier disciplinaire n'est pas communicable. Il appartient au magistrat de faire un déplacement au greffe ou au point focal, là où sont logés les dossiers disciplinaires, pour lire, voir les nouvelles pièces et qu'est-ce qu'on lui repose. Mais qu'adviendrait-il, monsieur le conseiller, si les deux parties ont des avocats? C'est-à-dire que le magistrat a son avocat, même ça peut être l'une des parties ou le plaignant qui a aussi son avocat. Est-ce que la communication des pièces ne peut pas se faire entre... Non, la loi... Ou bien on a... Les droits disciplinaires n'ont pas prévu ça. Ils doivent consulter le point focal. Lorsqu'un plaignant accuse le magistrat, s'il a des pièces, il verse les pièces. Et les pièces seront versées dans les dossiers. Le magistrat sera auditionné, il sera confronté à ces pièces-là. Il aura eu connaissance de cela. Et s'il veut pénétrer ces pièces-là en profondeur, il peut passer au point focal pour la lecture approfondie. Mais on ne peut pas lui communiquer la pièce. Les pièces ne peuvent pas non plus se communiquer entre les deux parties. Ça va. Un autre paragraphe qui est intéressant ici, au terme de l'article 26 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la présidence est assurée par un magistrat du rang supérieur ou égal à celui du magistrat poursuivi. Ce qui revient à dire qu'en dehors de la présidence de la Chambre, les autres membres de la composition peuvent bel et bien être du rang supérieur, égal ou inférieur à celui du magistrat poursuivi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que parce qu'ici il s'agit toujours des exceptions soulevées par les magistrats au cours d'un procès, un magistrat avait estimé que dans la composition qui devait le juger, il y avait un membre qui était moins gradé que lui.
Il trouvait cela anormal, qu'il ne pouvait pas être jugé par un membre de la composition qui est moins gradé que lui. Mais la loi donne obligation seulement au président de la Chambre d'être supérieur ou égal au magistrat poursuivi. Mais pour les autres membres de la composition, les juges assesseurs, ils peuvent être de rang inférieur, le problème ne se pose pas. Donc la question, l'exception soulevée par les magistrats a été rejetée par la Chambre nationale, qui avait estimé que même si dans la composition, il y avait un membre moins gradé que lui, comme ce n'est pas lui qui présidait la séance, il n'y avait pas entorse à la loi. Je suis à la page 127 de votre ouvrage, Droit disciplinaire des magistrats. Décision RD 005/CND, Chambre nationale de discipline, audience à huis clos du 23 juillet 2011. Constitue une saisine irrégulière, partant doit être annulée la décision de la Chambre provinciale qui, en dépit de l'inexistence de la requête venant du chef de juridiction qui a constaté la faute disciplinaire, a tranché. Oui, ça c'est aussi une autre décision de la Chambre nationale, parce que la Chambre disciplinaire est saisie par requête fin de fixation ou par la plainte de la partie lésée. Mais ici, il s'agit de cas d'une instruction, une affaire qui a été instruite par le chef d'office et de juridiction. Alors, ce chef d'office et de juridiction saisit la Chambre sans requête. La Chambre nationale et provinciale a siégé et y a rendu la décision. Alors, la cause était appelée à la Chambre nationale qui a estimé que c'est la requête qui saisit la Chambre. Comme il n'y avait pas de requête au fait de fixation, la Chambre provinciale ne pouvait pas trancher. Il pouvait peut-être déclarer cette action irrecevable faute de requête. Mais elle l'a tranché et a même condamné le magistrat. Et la Chambre nationale avait annulé cette décision, estimant que c'est la requête qui saisit la Chambre. Là, on ne parvient pas à comprendre, monsieur conseiller. Vous dites que la Chambre doit être saisie par requête. Mais ici, c'est le chef de juridiction qui a saisi. Oui. En utilisant quel mécanisme pour faciliter un peu notre compréhension? C'est-à-dire, lorsque dans la procédure disciplinaire, il se passe comme ça. Lorsque le chef constate que le magistrat a commis une faute, il dresse un procès verbal de constat de faute disciplinaire. Après, il désigne un magistrat enquêteur pour mener l'enquête. Mais le magistrat enquêteur, à l'issue de l'enquête, va établir un rapport pour donner tous les détails, ses propositions. S'il faut classer, poursuivre, il va donner toutes ces propositions-là. Et après le rapport du magistrat enquêteur, maintenant le chef d'office et des juridictions pourra décider s'il faut fixer en chambre de discipline ou classer. Alors, l'acte qui fixe, qui saisit la chambre de discipline, c'est la requête. Mais dans ce cas, il n'y avait pas de requête. Des procès-verbaux d'audition et on a envoyé en chambre, alors qu'il fallait saisir par requête. Et toujours à la page 127, est irrégulière l'ordonnance qui fixe la cause devant la Chambre provinciale de discipline signée par le premier président de la Cour d'appel en tant que telle, parce que prise par une autorité qui, en l'espèce, n'est pas compétente, agissant en matière disciplinaire, et n'aurait pas dû, en fait, se prévaloir de la qualité de premier président de la Cour d'appel, mais plutôt de sa qualité de président de la Chambre provinciale de discipline de son ressort, car cette action est ouverte non pas devant la Cour d'appel, mais plutôt devant la Chambre provinciale. Bon, merci beaucoup pour la question. Vous savez, le premier président de la Cour d'appel et en même temps président de la Chambre provinciale de discipline.
Donc, tous les premiers présidents des cours d'appel sont des présidents des chambres de discipline. Ils ont double qualité. Lorsque le premier président veut organiser une audience, il doit le faire par une ordonnance. Lorsqu'il prend son ordonnance, il doit prendre cette ordonnance en tant que président provincial de la Chambre de discipline, pas en tant que premier président de la Cour d'appel. Comme il a double qualité, il peut confondre, tantôt il agit en tant que président de la Chambre provinciale, alors qu'il est premier président de la Cour d'appel, tantôt il agit comme président de la Chambre provinciale, alors qu'il est... Donc, en matière disciplinaire, les premiers présidents des cours d'appel ont double qualité. Ils sont premiers présidents de la Cour d'appel et puis présidents des chambres disciplinaires. Tout comme au niveau national, le président du Conseil supérieur de la magistrature a aussi double qualité. Président, par exemple, l'actuel, en entendant la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle qui est le président de la Chambre disciplinaire, cette fonction est exercée par